journalistes, merci pour votre invitation qui me donne le plaisir de revenir dans cette salle où j'ai de bons souvenirs. Et donc l'occasion de présenter un travail. Initialement, je devais présenter un livre, mais il ne sortira que cette semaine, je crois. Et donc, en tout cas, personne n'avait eu le temps même de le regarder, donc il fallait reconfigurer un petit peu. Je crois que c'est la crise du papier qui a retardé la chose. Mais bon. Et donc, je vous propose quelque chose qui est lié à cet ouvrage, et en même temps, j'espère, quand même, au thème général de votre beau séminaire. Et j'ai choisi de commenter aujourd'hui le texte du paragraphe 27 de la doctrine transcendantale des éléments dans la seconde édition de la critique de la raison pure, c'est-à-dire le texte qui clôt la déduction transcendantale des catégories dans sa version 1787 que vous avez sous les yeux. Ce texte, en effet, me semble d'un intérêt décisif, un triple titre. D'abord, c'est un texte qui est intéressant dans son objet, dont la spécificité n'est pas toujours relevée. Kant y esquisse en effet un propos singulier parce qu'il s'agit de cerner la position génétique qui se trouve engagée par l'élucidation critique de la dimension catégoriale de notre connaissance. La question que pose le texte est de savoir quel est le corrélat génétique de la thèse transcendantale qui constitue le nerf de la déduction des catégories, à savoir celle de la possibilisation catégoriale de l'objectivité des objets de l'expérience. Dit en termes kantiens, la question originale, mais non moins décisive, est celle de l'identité de la physiologie de la raison pure qui s'impose à l'horizon de la critique de cette dernière. Je développerai dans un premier temps cette spécificité thématique du texte. Ce texte est ensuite intéressant et décisif quant à la thèse qu'il soutient concernant cette question génétique. Kant y défend, je cite, « pour ainsi dire, un système de l'épigénèse de la raison pure, gleichsam ein System der Epigenesis der reinen Vernunft », système selon lequel les catégories doivent être comprises comme des premiers principes a priori de notre connaissance spontanément pensés, selbstgedachte. Je développerai dans le troisième temps de mon exposé la signification de ce motif épigénétique et d'une genèse spontanée des formes de la pensée. Mais avant cela, dans un deuxième temps, je m'intéresserai à l'établissement de cette position kantienne et à sa forme. De fait, la position épigénétique est imposée par Kant ici à la faveur d'une double exclusion dont la forme mérite d'être remarquée. Kant commence par construire une alternative pour établir négativement la nécessité de l'épigénétique de la raison pure, au gré de la réfutation de sa contradictoire empiriste, qui est ici disqualifiée comme, je cite, une sorte de génération équivoque. La nécessité de l'épigénèse est ainsi établie de façon apagogique et plus précisément par l'absurde. Mais parce qu'un tel établissement indirect et négatif n'est rigoureux logiquement que si l'on est en présence de deux contradictoires, Kant entreprend ensuite de prouver que l'alternative entre épigénétique et empirisme constitue bien une alternative. Et pour ce faire, il lui faut réfuter de rechef, à savoir cette fois réfuter qu'il y ait une tierce possibilité qu'incarnerait un inéisme de l'a priori, constituant, je cite, un système de la préformation de la raison pure. Donc les trois temps de mon exposé viseront à prendre la mesure de ceci. Si le propos critique n'est pas proprement génétique, il impose toutefois une position génétique. Cette position génétique se définit comme une épigénétique de la raison pure, laquelle défend la thèse d'une autoproduction des formes pures élémentaires de l'entendement, et ce, au gré de la mise en œuvre de cet entendement. Enfin, cette épigénétique s'impose faute de concurrents crédibles, et non pas directement. La priorité des catégories fait que leur genèse empirique serait absurde, tandis qu'un scepticisme négateur de la possibilité de l'expérience
serait la conséquence intenable, mais nécessaire, d'un inéisme du catégorial. À l'horizon de tout cela, on retrouve le motif des limites du transcendantal, on le verra, compris dans sa radicale événementialité. Je vous lis rapidement le texte, ce sera plus parlant. Ensuite, texte que j'avais donné il y a quelques années en examen d'un séminaire de master ici même. Et donc je me risque, au fond, à corriger que je n'ai jamais fait. Je lis. « Nous ne pouvons penser aucun objet sans le faire par les catégories. Nous ne pouvons connaître aucun objet pensé sans le faire par des intuitions qui correspondent à ces concepts. Or, toutes nos intuitions sont sensibles, et cette connaissance dont l'objet est donné est empirique. Mais connaissance empirique signifie expérience. Par conséquent, aucune connaissance n'est possible a priori pour nous, sinon celle qui est exclusivement connaissance d'objet d'une expérience possible. Mais cette connaissance, qui est simplement restreinte aux objets de l'expérience, n'est pas pour cela entièrement empruntée à l'expérience. Au contraire, pour ce qui est des intuitions pures aussi bien que des concepts purs d'entendement, il s'agit d'éléments de la connaissance qui se trouvent en nous a priori. Or, il n'y a que deux voies qui permettent de penser un accord nécessaire de l'expérience avec les concepts de ces objets. Soit l'expérience rend possible ces concepts, soit ces concepts rendent possible l'expérience. La première voie ne peut être empruntée concernant les catégories, non plus que concernant l'intuition sensible pure, car elles sont des concepts a priori et partant indépendantes de l'expérience. L'assignation d'une origine empirique serait ici une sorte de generatio equivoca. Il ne reste par conséquent que la seconde voie, pour ainsi dire un système de l'épigénèse de la raison pure, que les catégories contiennent en effet, quant à l'entendement, les fondements de la possibilité de toute expérience en général. Quant à savoir comment elles rendent l'expérience possible et quels principes de sa possibilité elles donnent dans leur application au phénomène, le chapitre suivant, qui traite de l'usage transcendantal de la faculté de juger, nous l'apprendra davantage. Si quelqu'un voulait proposer en plus, entre les deux seules voies évoquées, encore une voie intermédiaire, à savoir qu'elle ne serait ni des premiers principes a priori de notre connaissance spontanément pensée, ni non plus puisée à l'expérience, mais des dispositions subjectives à la pensée, implantées en nous dès le début de notre existence, et arrangées par notre Créateur de façon à ce que leur usage concorde exactement avec les lois de la nature, selon lesquelles l'expérience suit son cours, une sorte de système de la préformation de la raison pure. Ce qui serait décisif contre la voie intermédiaire alléguée, outre le fait que d'une telle hypothèse on ne voit jamais la fin, aussi loin que l'on puisse pousser la supposition de dispositions prédéterminées à des jugements futurs, ce serait la chose suivante, que dans un tel cas manquerait aux catégories la nécessité qui appartient essentiellement à leur concept. Car le concept de cause, par exemple, qui énonce la nécessité d'un résultat sous une condition présupposée, serait faux s'il reposait seulement sur une arbitraire nécessité subjective implantée en nous, de lier certaines représentations avec un S empirique d'après une telle règle de la relation. Je ne pourrais dire l'effet est lié à la cause dans l'objet, c'est-à-dire nécessairement, mais seulement que je suis fait de telle manière que je ne peux penser ces représentations autrement que dans une telle connexion. Ce qui est exactement ce que le sceptique désire au plus haut point. Car tout notre discernement, du fait de la prétendue validité objective de nos jugements, n'est alors que pure apparence, et il ne manquerait d'ailleurs pas de gens qui ne reconnaîtraient pas pour eux-mêmes cette nécessité subjective dont il faut qu'elle soit sentie. Et en tout cas, on ne pourrait entrer dans une dispute avec personne sur ce qui repose seulement sur la manière dont son sujet est organisé. Bien, donc, dans un premier temps, ce texte aborde, je le disais, une question génétique qui s'esquisse à l'horizon de la critique et pose la question de l'identité, de la physiologie de la raison pure que cette critique à la fois autorise et rend nécessaire. Le nerf de la déduction transcendantale des catégories consiste dans la mise en évidence de leur caractère possibilisant eu égard à l'expérience. Les concepts purs élémentaires valent de tout objet possible de l'expérience puisqu'ils sont les conditions logiques de cette expérience
hors de laquelle ces objets, idéalisme transcendantal oblige, ne sont rien. Ce point, et donc avec lui la déduction des catégories comme telles, est acquis à l'issue du paragraphe 26. Kant pourra encore présenter une épure de l'argument dans le passage qui, après le paragraphe 27 proprement dit, se présente sous le titre de « Concept ramassé de cette déduction ». Kurzer Begriff dieser Deduktion. Quant au paragraphe 27 lui-même, dont j'ai tiré donc le texte que vous avez sous les yeux, il entreprend d'identifier le résultat, das Resultat, de cette déduction des concepts de l'entendement. C'est le titre de ce paragraphe 27. Et par résultat, il faut bien entendre ce qui résulte de cette déduction. Or, cette résultante de la déduction est double, voire triple, et non pas simple, comme on pourrait d'abord avoir tendance à le penser. Cette résultante, elle comporte d'abord, bien sûr, une dimension critique, que tout lecteur de Kant a en tête, et qui est énoncée dans le premier alinéa de notre texte. Mais la déduction a également une conséquence génétique, dont Kant juge qu'elle n'est en rien négligeable, comme on le voit au fait qu'il lui consacre les 2 alinéas suivants de notre texte, et donc la plus grande partie de ce dernier. Enfin, la déduction a une conséquence que l'on peut dire métaphysique, et qui est soulignée dans une note célèbre, appelée à la fin du premier alinéa de notre texte, note que je n'ai pas reproduite ici parce qu'elle ne concerne pas le cœur de mon propos, même s'il me faudra en dire 2 mots. Le premier alinéa du texte commence donc par tirer la conséquence critique de la déduction transcendantale des catégories, conséquence qui constitue l'envers de la validation des catégories par la possibilisation de l'expérience. La validation par la possibilisation implique la restriction de la validité à la sphère du possibilisé. C'est le geste constant de cette conséquence critique. L'expérience dont les catégories sont les conditions logiques de possibilité est le champ exclusif de toute connaissance possible. De fait, si les catégories valent de tous les objets d'une expérience possible, c'est parce qu'elles sont les conditions logiques de leur forme d'objet. Mais les conditions logiques de l'objectivité des objets ne sont pas productrices des objets eux-mêmes, c'est-à-dire que la performance cognitive des catégories est astreinte à la donation intuitive d'un contenu, donation intuitive qui, pour un être fini, signifie réception. La connaissance, qui est nécessairement catégoriale, n'est donc jamais que celle d'un objet sensible, donné dans une intuition empirique. La connaissance catégoriale, c'est-à-dire aussi bien la seule qui soit possible pour nous, est celle d'objet d'une expérience possible. Bien. Cette restriction thématique du connaissable à l'expérimentable est évidemment décisive et elle est aussi bien connue qu'elle est décisive. Mais le point intéressant, me semble-t-il, c'est que Kant ici ne s'y attarde pas, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est qu'il n'a pas besoin de s'y attarder, car ce résultat critique a déjà été longuement explicité au paragraphe 22 et 23. Plutôt que de s'y attarder à nouveau, Kant s'emploie alors, après qu'il a énoncé cette restriction thématique sous une forme très ramassée, à indiquer ce qu'il ne faut pas en conclure. Ce qu'il ne faut pas en conclure. Autrement dit, à l'indication de la résultante thématico-critique de la déduction, succède une double indication de ce qui ne constitue pas une conséquence de cette résultante. C'est-à-dire que Kant introduit, sur un mode négatif et médiat, on va le voir, 2 conséquences positives de la déduction. Kant présente ce que la résultante thématico-critique de la déduction n'implique pas. Corrigeant une double erreur d'interprétation, il introduit négativement une double résultante positive de cette déduction.
La première correction intervient dans la note, que donc je n'ai pas fait figurer dans la page que vous avez sous les yeux. Cette note est célèbre. Il s'agit pour Kant, dans cette note, de dire que la restriction de la performance cognitive des catégories à la détermination d'un objet donné ne signifie pas un bornage de la pensée par le sensible. Autrement dit, de la résultante immanentiste de la déduction en matière de connaissance, nous ne pouvons connaître que des objets d'expérience possibles, il ne faut pas conclure à une saturation du pensable par le sensible, c'est-à-dire à une réduction du suprasensible au fictif. Telle est la résultante métaphysique positive de la déduction. Si les catégories sont les conditions logiques de toute pensée d'un objet pour nous, la pensée que les catégories conditionnent n'est pas comme telle tributaire de la donnée intuitive, hors de laquelle ces catégories ne peuvent prétendre déterminer un objet. Bref, la pensée excède la connaissance, le pensable donc déborde le sensible, ce qui ouvre la voie à un régime de pensée hors vérité, mais non pas hors rationalité, et donc la possibilité d'une métaphysique insigne qui sera exploitée, bien sûr, sur la base des données pratiques de la raison. Cette résultante positive métaphysique de la déduction est introduite, on le voit, sous la forme d'une correction d'une mauvaise interprétation de la première, c'est-à-dire elle est introduite comme la négation d'une conséquence antimétaphysique qui serait trop vite tirée de la résultante critique de la déduction. Cette résultante métaphysique positive, je le disais, elle est rejetée ici en note, malgré son caractère absolument décisif. C'est que là encore, au fond, l'homonymie du penser et du connaître a déjà été soulignée par Kant au paragraphe 22. Donc il ne s'agit pas d'un point nouveau. Simplement, comme Kant le fait également dans la préface à la seconde édition, dans le 14e alinéa et dans une note, Kant se contente au fond d'accentuer autrement cette homonymie du penser et du connaître pour marquer l'ouverture métaphysique qu'elle recèle, cette homonymie. L'écart entre la pensée et la connaissance, qui au paragraphe 22 est convoqué pour marquer l'insuffisance épistémique, au fond, des catégories comme telles, est ici introduit pour souligner l'indépendance de la pensée catégoriale à l'égard des conditions de sa performance cognitive. Bien, il s'agissait donc simplement d'accentuer autrement un point qui avait déjà été soulevé, et c'est pourquoi ça peut être rejeté en note. En revanche, c'est une autre correction qui motive toute la suite du texte, et c'est elle qui m'intéresse. Il s'agit cette fois pour Kant de marquer quelles conséquences génétiques il convient de ne pas tirer de la résultante thématico-critique de la déduction. Je relis le passage. Mais cette connaissance, qui est simplement restreinte aux objets de l'expérience, n'est pas pour cela entièrement empruntée à l'expérience. Ce motif, là encore, est bien connu. On le trouve dès l'introduction de 1787, et ce motif est souvent désactivé à force de passer pour bien connu, c'est-à-dire à force d'être condamné, pour parler comme Hegel, à être mal connu ou méconnu. En effet, ce qui est ici en question, c'est le fait qu'il convient de ne pas tirer une conséquence génétique de la résultante thématico-critique de la déduction. La conséquence qu'il convient de ne pas tirer est celle qui consiste à conclure du thématique, nous ne connaissons que des objets donnés, au génétique. L'inférence qu'il s'agit de ne pas pratiquer ici est celle qui conclut du champ de pertinence au lieu de provenance. Mieux, cette inférence,
qu'il n'est pas nécessaire de pratiquer est ici exclue. Elle est exclue parce que la déduction métaphysique des catégories a établi le caractère a priori de ces formes élémentaires de la pensée, tout comme les expositions métaphysiques de l'espace et du temps avaient établi le caractère a priori des formes de l'intuition. Je cite, « Au contraire, pour ce qui est des intuitions pures aussi bien que des concepts purs d'entendement, il s'agit d'éléments de la connaissance qui se trouvent en nous a priori. » Le registre de discours dont relève l'inférence qui est ici refusée peut être déterminé dans les termes qui sont utilisés par Kant dans certaines de ses leçons de métaphysique comme une physiologie de la raison pure. Dans les leçons de métaphysique Mrongovius, par exemple, qui datent du début des années 1780, Kant distingue 3 types de discours. D'abord, celui qu'il baptise la critique de la raison pure. Je cite, « Jusqu'où s'étend l'usage de la connaissance par raison pure? De quel droit nous nous en servons? C'est là la critique. Et donc la quaestio iuris, la question de droit. Cette question étant, bien sûr, métaphysiquement décisive. Deuxième registre de discours, ce que Kant appelle alors le système de la science, qui consiste dans le recensement et dans l'explicitation ordonnée de tous les concepts a priori, dont on sait que la critique se présente comme la simple propédeutique nécessaire, Kant dénonçant en Wolff celui qui a commis l'erreur de vouloir élaborer le système sans en passer par la critique. Enfin, troisième registre de discours, Kant parle de la physiologie de la raison pure, c'est-à-dire, je cite toujours, l'enquête portant sur l'origine des concepts, l'étude de la nature de la raison, qui, dit-il, constitue proprement une partie de la psychologie et qui pose, comme disent les juristes, une quaestio facti, je cite, comment la raison engendre en nous des concepts de l'entendement. Erzeugt, engendre. Dans les termes de la critique de la raison pure, l'enquête Nachforschung dont il s'agit, c'est celle qui entend produire une dérivation physiologique, physiologische Ableitung, consistant dans l'explication de la possession d'une connaissance pure. Bien. Or, l'intéressant dans notre texte, c'est que Kant ne se contente pas de récuser une inférence indue, qui consisterait, je le disais, à tirer trop vite des conclusions génétiques d'un propos dont le registre est tout autre. C'est-à-dire que l'erreur que Kant dénonce ici ne condamne pas le propos génétique comme tel, mais seulement une thèse génétique déterminée, celle qui dériverait l'origine du champ de pertinence, thèse génétique déterminée à laquelle il s'agit donc d'en substituer une autre, et donc d'ouvrir positivement la voie d'une physiologie post-critique. Kant ne joue pas ici la critique contre la Genèse, il joue une Genèse contre une autre Genèse, en tentant donc de formuler la position génétique que la critique impose concernant les catégories. Ce qui s'atteste ici, c'est donc le fait que si le propos critique n'est certes pas un propos génétique, Kant est très clair sur ce point, la critique n'est toutefois pas un propos génétiquement innocent. En effet, la critique rend nécessaire une prise de position en matière de genèse. C'est le premier intérêt de ce texte que de le montrer. Pour le dire autrement, si les leçons de métaphysique évoquent, en matière de physiologie de la raison pure, Locke, présenté comme le successeur d'Aristote, d'une part, et Leibniz, présenté en continuateur de Platon, d'autre part, cette généalogie venant directement de Leibniz lui-même, cette opposition entre une physiologie empiriste et une physiologie innéiste ne sature pas, au fond, les possibles génétiques. Elle marque bien plutôt, en creux, la place qu'occuperait une physiologie de la raison pure qui serait préalablement renseignée par la critique. Et c'est cette physiologie post-critique de la raison pure qui est identifiée dans la suite de notre texte sous le titre de « Système de l'épigénèse de la raison pure ».
j'en viens au deuxième temps de mon exposé, qui concerne l'établissement indirect de la nécessité de ce paradigme épigénétique. En effet, la nécessité d'adopter un tel paradigme est, je le disais, établie dans la suite du texte en deux temps qui sont tous deux négatifs et indirects, c'est-à-dire de forme apagogique, pour parler comme Kant. Kant commence par mettre en place une alternative, au sein de laquelle il oppose comme deux contradictoires, épigénétique de la raison pure d'une part, et empirisme catégorial d'autre part. L'absurdité d'un empirisme catégorial valant, dès lors, validité de son contradictoire. L'alternative en question concerne la manière dont on peut, je cite, penser un accord nécessaire de l'expérience avec les concepts de ces objets, à savoir des objets de cette expérience. Rappelons que l'expérience est définie au début du texte comme connaissance empirique, c'est-à-dire comme connaissance dont l'objet est donné, c'est-à-dire reçu. Ce qui est en question, c'est donc la possibilité d'un accord nécessaire entre la connaissance d'un objet reçu, expérience, et les concepts dans lesquels nous pensons les objets susceptibles de donner lieu à une telle connaissance. Cette question pourrait d'abord sembler confuse, car ce motif d'un accord de la connaissance d'un objet avec le concept de l'objet de cette connaissance peut paraître étrange. On pourrait s'attendre à ce qu'il soit plutôt question de l'accord entre la connaissance et l'objet, ou entre l'objet et son concept. Mais on pourrait être perturbé par le fait que l'accord intervient ici entre la connaissance et le concept, c'est-à-dire entre deux termes qui semblent être du même côté du rapport dans lequel se dit classiquement le problème de la connaissance. C'est que tout porte ici sur la modalité de l'accord en question, dont Kant souligne qu'il est nécessaire. Ce qu'il s'agit de se demander, c'est comment penser ce dont la déduction a établi que c'est le cas, à savoir qu'il est impossible que les concepts dans lesquels nous pensons les objets de l'expérience, et dont la déduction vient de montrer qu'il s'agit des catégories, soient jamais pris en défaut par la connaissance que nous prenons des objets à la faveur de leur réception. Ce que la déduction a là encore établi. L'expérience que nous avons des objets est nécessairement conforme à la détermination catégoriale de ces objets. Il est impossible que l'expérience démente jamais la dimension catégoriale de l'objectivité, ou encore toute expérience est nécessairement la confirmation d'une détermination catégoriale de l'objectivité. Or, au sujet de cette impossibilité d'un démenti empirique de la détermination catégoriale de l'objectivité, on se trouve, selon Kant, face à une alternative stricte. Je cite, « Il n'y a que deux voies, nur zwei Wege ». Car, d'après Kant, la nécessité de l'accord entre nos concepts et l'expérience n'est pensable qu'en termes de possibilisation d'un terme par l'autre, possibilisation qui change de signification quand elle change d'orientation. De fait, la possibilisation, s'il s'agit de la possibilisation des concepts par l'expérience, reçoit un sens empirico-causal et désigne le fait que la réception d'un objet affectant notre sensibilité produit une représentation intellectuelle de ce qui la cause, ce qui confère un fondement étiologique typique d'un empirisme réaliste à la nécessité de l'accord en question. Telle est la première voie évoquée par Kant dans notre texte, à savoir une voie empiriste selon laquelle, je cite, « l'expérience rend possible ces concepts ». La relation de possibilisation reçoit une toute autre signification si elle s'exerce en sens inverse, c'est-à-dire si on adopte l'autre voie selon laquelle, je cite, « ces concepts rendent possible l'expérience ». Cette voie, c'est la voie au fond copernicienne qui confère à la possibilisation un sens non plus empirico-causal,
mais proprement transcendantale. Si l'expérience, c'est-à-dire la connaissance d'un quelconque objet donné, est rendue possible en sa dimension logique par les catégories elles-mêmes, et ce parce que ces fonctions de synthèse sont comptables de l'objectivité des objets eux-mêmes, alors il est clair que l'expérience ne saurait prendre en défaut la pensée catégoriale. L'expérience est catégoriale ou n'est pas, au fond. Ce sens transcendantal de la possibilisation est assurément bien connu, encore une fois, puisque son invention coïncide avec la découverte de la solution de la question critique elle-même, telle qu'on la trouve formulée dans la lettre à Marcus Hertz du 21 février 1772. Mais ce motif reçoit ici une inflexion tout à fait remarquable, puisqu'il devient lui-même fécond d'un point de vue génétique, ce qui n'était pas le cas dans les autres textes. Que les catégories rendent l'expérience possible, ce que nous savions déjà, cela aurait des conséquences génétiques concernant les catégories elles-mêmes. Ce point n'avait pas été souligné auparavant, et c'est donc la nouveauté et le gain de ce texte. La thèse critique transcendantale de la possibilisation catégoriale de l'expérience aurait une contrepartie physiologique concernant les catégories. Ce corrélat génétique du transcendantalisme ne semble toutefois pas immédiatement explicité par Kant, car on ne voit pas d'emblée en quoi le fait que ces concepts rendent possible l'expérience, ou encore en quoi le fait que les catégories contiennent, quant à l'entendement, les fondements de la possibilité de toute expérience en général, on ne voit pas bien en quoi cela pourrait constituer une quelconque thèse génétique positive concernant ces catégories elles-mêmes. Or, nous allons voir que cette détermination de la thèse génétique que Kant soutient au sujet des catégories se précise au gré de l'exclusion successive des deux paradigmes concurrents. L'alternative empirico-transcendantale mise en place, Kant peut en effet établir la légitimité du corrélat génétique de la voie transcendantale, encore relativement indéterminé, par réfutation de son opposé. La fausseté d'une proposition implique en effet logiquement la vérité de sa contradictoire. Or, la voie empirico-causale est nécessairement fausse, dit Kant, là où on a affaire à des représentations a priori, c'est-à-dire pour les catégories aussi bien que pour les formes de l'intuition pure. Je cite, « La première voie ne peut être empruntée concernant les catégories, non plus que concernant l'intuition sensible pure, car elles sont des concepts a priori et partant indépendantes de l'expérience. » La priorité des catégories étant donnée, leur genèse empirique serait strictement absurde, puisqu'elle consisterait à faire de ce qui est indépendant de l'expérience un effet d'expérience, à faire de l'expérience la source de ce qui ne dépend pas d'elle, à affirmer que les catégories qui précèdent l'expérience sont puisées à l'expérience. Ce serait strictement contradictoire. Et Kant d'introduire alors l'analogie biologique qui, dans tout le texte, va lui servir à penser les divers paradigmes génétiques considérés. Au sujet des catégories, comme des intuitions, je cite, « l'assignation d'une origine empirique serait une sorte de generatio aequivoca », c'est-à-dire un processus d'engendrement qui engagerait une différence de genre entre le géniteur et l'engendré, comparable à celui qu'évoque la position qui prétend faire surgir l'organique de l'inorganique, ce qui est une chose absurde, ungereimt, selon le paragraphe 80 de la troisième critique, par exemple. Une telle position, un empirisme catégorial, serait soit une réduction du pur à l'empirique, qui est intenable après la déduction métaphysique des catégories, qui a établi leur a priorité, soit un discours creux et inconséquent, alléguant un saut qualitatif strictement contradictoire. La voie empirico-causale est donc ici une impasse, et sachant que seules deux voies sont possibles, je cite, « il ne reste par conséquent que la seconde », c'est-à-dire la voie génético-transcendantale, qui est à son tour spécifiée selon une analogie biologique,
mais sans que sa dimension positive soit immédiatement déterminée davantage. Je cite, « que les catégories contiennent, quant à l'entendement, les fondements de la possibilité de toute expérience en général, cela constituerait, pour ainsi dire, un système de l'épigénèse de la raison pure. » Là encore, je préfère suivre le texte et ne pas déterminer d'emblée ce qui ne l'est pas encore. Car la détermination de ce paradigme se fait précisément au gré de l'exclusion des concurrents. C'est très important, cette dimension formelle. Pour l'instant, Kant s'en tient là. Et pour ce qui est d'une détermination supplémentaire du sens génétique de cette possibilisation catégoriale de l'expérience, il renvoie au schématisme et au système des principes, ce qui, en première apparence, ne semble pas concerner directement la question de la genèse des catégories elles-mêmes. Je reviendrai sur ce point juste après. Bien, l'établissement indirect et négatif du paradigme épigénétique, sous la forme de la réfutation par l'absurde d'un empirisme catégorial, n'est toutefois concluant que si ces deux paradigmes sont non seulement concurrents, mais authentiquement contradictoires. Bref, cet établissement n'est rigoureux que si les deux paradigmes évoqués composent une véritable alternative. Or, c'est ce qu'il faut encore établir, puisque Kant, jusqu'ici, n'a fait que l'affirmer. D'où un second temps argumentatif qui consiste à établir que tout tiers, ici, est exclu. Ce second temps est de rechef négatif. Il s'agit pour Kant de falsifier une prétendue tierce possibilité que d'aucuns prétendraient alléguer, à savoir celle d'un inéisme catégorial. Et c'est ce que fait le dernier alinéa du texte. Il faut en effet à Kant répondre à l'objection que ne manquerait pas de susciter la construction précédente. Empirisme catégorial et épigénétique de la raison pure sont-ils bien des contradictoires ? La fausseté du premier n'implique la vérité du second que si tout tiers est exclu. Une troisième voie n'est-elle pas pensable ? Qui soit, je cite, une voie intermédiaire, ein Mittelweg, non pas intermédiaire au sens où elle fournirait une sorte de compromis, mais intermédiaire au sens logique, parce qu'elle permettrait de requalifier les deux prétendus contradictoires en de simples contraires qui s'opposent trop, la fausseté de l'un ne permettant dès lors en rien de conclure à la vérité de l'autre, puisque deux contraires sont susceptibles de s'avérer faux tous les deux. La stratégie de l'objecteur serait d'alléguer qu'empirisme catégorial et épigénétique de la raison pure ne s'opposent que sur fond d'acceptation d'une thèse partagée, qui en l'occurrence serait fausse. La fausseté de cette condition impliquerait la fausseté des deux opposés qui font fond sur cette condition fausse. Or, cette thèse partagée par l'empirisme catégorial et par l'épigénétique de la raison pure, c'est la thèse acquisitionniste. Les catégories auraient à être acquises et leur acquisition serait pensable selon deux voies opposées, l'une empirique et l'autre épigénétique. Selon l'objecteur, on aurait affaire ici à deux déclinaisons opposées d'une même voie acquisitionniste qui elle-même serait fausse, car on pourrait opposer à ces deux voies un inéisme de l'a priori et en l'occurrence du catégorial. Cette tierce possibilité serait donc celle d'un inéisme catégorial qui pour Kant n'est pas tant une thèse psychologique qu'une thèse théologique. L'équation du donné et du causé, impliquant que ce qui est toujours déjà en nous dès le début de notre existence, dit notre texte, devrait être considéré comme un effet de la cause de cette existence elle-même, le toujours déjà donné se comprenant dès lors comme créé, le donné à l'origine comme un don de l'origine, les catégories implantées en nous le seraient par notre Créateur, dit le texte. Cet inéisme catégorial impliquerait en outre une thèse subsidiaire, afin de rendre raison de la conformité de l'expérience avec ces catégories, conformité depuis laquelle, on l'a vu,
il s'agit de prendre une position génétique au sujet de ces concepts. L'accord en question serait en l'occurrence compris sous le même horizon théologico-causal que celui qui gouvernerait la structuration catégoriale de notre pensée. Cet accord serait déterminé comme une harmonie préétablie. Les catégories seraient, je cite, « arrangées par notre Créateur de façon à ce que leur usage concorde exactement avec les lois de la nature selon lesquelles l'expérience suit son cours. » Cette voie intermédiaire alléguée serait donc celle d'un inéisme catégorial harmonique. Et si quelqu'un, comme dit notre texte, pouvait se mettre en tête de la proposer, cette troisième voie, il s'agirait assurément d'un disciple de Leibniz ou de Crusius, auquel Kant attribue régulièrement une telle conception. Dit dans les termes de l'analogie biologique, et Kant pourrait ici se prévaloir de Leibniz lui-même, qui déterminait l'innéité comme préformation, il s'agirait, je cite, d'une sorte de système de la préformation de la raison pure. Les catégories seraient données en germe avec et dans notre faculté de penser. Leur développement signifierait seulement leur désenveloppement. Bien. À l'encontre d'une telle position, Kant avance ici deux raisons, dont l'une, dit-il, est moins décisive que la seconde. La première attaque l'innéisme catégorial harmonique en tant qu'innéisme. La seconde l'attaquera en tant qu'harmonique. Cette première raison avancée à l'encontre de l'innéisme catégorial, c'est, je cite, que d'une telle hypothèse, on ne voit jamais la fin, aussi loin que l'on puisse pousser la supposition de dispositions prédéterminées à des jugements futurs. Comme l'indiquent les prolégomènes au paragraphe 36, qui investissent déjà cette attaque contre l'innéisme, Kant veut dire ici qu'une fois l'hypothèse innéiste acceptée comme une hypothèse locale, c'est-à-dire pour rendre compte de l'a priori dans notre pensée. Une fois cette hypothèse innéiste acceptée, pour rendre compte de l'indépendance eu égard à l'expérience, qui fait le sens de la priorité, dans les termes de la précédence d'une donation. On se trouve alors dans l'incapacité de fournir aucun critère pour repérer ceux de nos concepts qui sont innés et ceux qui sont adventices, pour parler comme Descartes. C'est-à-dire qu'une fois que l'on a fait droit à l'inné, il devient impossible de le circonscrire, la totalité de la pensée risquant d'y verser. L'inné est une sorte de trou noir, invoqué pour tenter de comprendre l'a priorité comme une prédonation. Il conduit au fond à effacer toute distinction nette entre l'a priori et l'empirique. Et d'une certaine manière, une analyse du motif de l'innéisme chez Descartes et a fortiori chez Leibniz, où là c'est explicitement revendiqué, confirmerait ce point. Le prix de l'innéité de l'a priori, c'est au fond le devenir inassignable de l'empirique, et donc, par contre-coup, l'effacement de la spécificité de l'a priori lui-même que l'inné prétendait dire. Au fond, lorsqu'il y a de l'inné dans la pensée, toute la pensée devient innée. On ne peut pas faire autrement. Bien, mais là n'est pas, selon notre texte, le point décisif, comme dit Kant. Ce qui est décisif, c'est ce qui tient précisément à la modalité de l'accord entre l'expérience et les concepts a priori, dont nous avons vu que Kant prenait soin de souligner, en continuité avec le gain de la déduction, que cet accord être nécessaire. C'est selon Kant cette nécessité de l'accord entre l'expérience et les catégories qui disparaîtrait dans l'hypothèse innéiste, et c'est pourquoi cette hypothèse n'en était d'emblée pas une dans le texte. C'est ce qui justifie la présentation de l'opposition entre empirisme catégorial et épigénétique de la raison pure comme une alternative. La justification de cette alternative est donc celle de l'épigénèse, comme l'unique voie génétique concernant les catégories, consiste donc dans la réfutation de l'innéisme harmonique comme harmonique, ce qui va se faire par la manifestation de sa conséquence modale, à savoir le fait qu'il impliquerait une négation de la nécessité de l'accord entre les catégories et l'expérience.
C'est à cela que procède Kant dans la fin du texte, lorsqu'il entreprend de manifester la conséquence sceptique de l'innéisme théologique. Dit en termes historiques, Hume serait la vérité de Leibniz, ce qui réfute l'innéisme du second, puisque le scepticisme du premier est lui-même intenable après la déduction dont Hume nie la conclusion. Kant venait au fond de l'écrire dans la préface des principes métaphysiques de la science de la nature, un an avant. Je cite, « Cette harmonie préétablie n'est pas équivalente à cette nécessité objective qui caractérise les concepts purs de l'entendement et les principes de leur application au phénomène. Par exemple, dans le concept de la cause en connexion avec les faits. Tout demeure, donc dans l'harmonie préétablie, tout demeure une conjonction simplement subjectivement nécessaire, mais objectivement simplement contingente, exactement comme Hume l'entend, lorsqu'il dit d'elle qu'elle est une simple illusion procédant de l'habitude. Kant veut dire que la conception harmonique de la corrélation, au fond, concept-objet, qu'il impute à Leibniz et à Crusius, implique la reconnaissance d'une contingence radicale de la liaison de ces représentations, soutenue par Hume, et implique donc le scepticisme de ce dernier. Kant l'expose ici strictement à nouveau. Dans un tel cas, dit-il, c'est-à-dire donc si les formes a priori de notre pensée, en même temps que le raccord avec les objets, étaient des effets divins, au fond, alors, je cite, manquerait aux catégories la nécessité qui appartient essentiellement à leur concept. La nécessité qui ferait défaut aux catégories dans un tel paradigme harmonique, c'est la nécessité que les catégories disent, la nécessité qu'elles énoncent, la nécessité qu'elles pensent, et non pas la nécessité de penser conformément à elles. C'est la nécessité qui fait leur signification. C'est-à-dire que la nécessité qui est en jeu ici, c'est la nécessité catégoriale, non pas la nécessité des catégories elles-mêmes. Donc Kant souligne ailleurs que cette nécessité des catégories elles-mêmes est précisément impossible à affirmer pour nous. Ce qui est en jeu ici, c'est la nécessité de la synthèse à laquelle les catégories confèrent à chaque fois leur unité, nécessité de la synthèse par laquelle il est possible de passer d'une simple association subjective à la détermination d'un objet. C'est ce que montre l'exemple qui est pris par Kant ensuite, à savoir celui du concept de cause. Ce dernier, je cite, énonce la nécessité d'un résultat sous une condition présupposée. Énonce la nécessité de. Or, penser l'accord entre nos concepts a priori et leurs objets sur un mode harmonique, c'est-à-dire causal et externe, plutôt que transcendantal, c'est falsifier cette nécessité que les catégories ont pour être dénoncées. C'est donc falsifier les catégories elles-mêmes. Je cite, « Le concept de cause serait faux. » De fait, à la nécessité de la liaison entre deux événements serait substituée la nécessité subjective d'une association entre deux représentations, nécessité qui serait elle-même empirique et contingente. Notre texte parlant d'une arbitraire nécessité subjective implantée en nous de lier certaines représentations empiriques d'après une telle règle de la relation. En effet, la nécessité subjective de cette association ne serait elle-même rien d'autre qu'un fait causé par Dieu. La nécessité causale serait un fait empirique, certes théologiquement fondé, mais qui n'en perdrait en rien sa nature de fait empirique. La nécessité causale disparaîtrait au profit d'une nécessité causée, dont la vérité serait la contingence. La pensée causale ne serait rien d'autre qu'une pensée causée, et à ce titre, falsifiée dans ses prétentions à l'objectivité. C'est exactement ce que désire Hume, et ce que dit Hume, au fond, en faisant l'économie de Dieu. Le concept de cause ne dirait rien de ce qu'il pense, mais seulement de celui qui pense avec lui, à savoir qu'il ne peut pas penser autrement, sans que cela ne dise rien d'aucun objet, dont il se trouverait seulement que Dieu aurait fait qu'il se comporte comme je ne peux pas ne pas le penser.
je cite, « Je ne pourrais dire l'effet est lié à la cause dans l'objet, c'est-à-dire nécessairement, mais seulement que je suis fait de telle manière que je ne peux penser ces représentations autrement que dans une telle connexion. » L'inéité harmonique du concept de cause ferait de la pensée causale des faits une simple pensée de faits, causée au même titre que les autres faits. Déterminer l'a priorité par l'inéité, c'est donc la faire déchoir en une sorte d'empiricité métaphysique, en même temps qu'adosser l'entendement lui-même à une passivité originaire. Et la vérité de cette paradoxale archifondation théologique de notre connaissance serait sa falsification intrinsèque. C'est pourquoi Hume serait la vérité de Leibniz. C'est là exactement ce que le sceptique désire au plus haut point, dit notre texte. Avec l'inéisme, en effet, c'est notre discernement, Einsicht, c'est-à-dire toute connaissance rationnelle au sens d'a priori, qui s'en trouverait niée et réduit au rang de pure apparence, dans l'annulation de toute validité objective de nos jugements. L'inéisme harmonique condamne notre pensée à ne pouvoir jamais assurer qu'elle énonce quelque chose d'un objet, c'est-à-dire qu'elle est vraiment la pensée de quelque chose, c'est-à-dire une connaissance. En lieu et place de la validité objective, dont la révolution copernicienne a précisément montré qu'elle consiste dans la liaison nécessaire et par conséquent universelle des représentations, il n'y aurait plus qu'une nécessité subjective dont il faut qu'elle soit sentie, dit notre texte, c'est-à-dire dont la seule marque est le sentiment d'une contrainte psychologique, le sentiment d'une transition nécessaire de l'imagination pour parler comme Hume. Or, un tel fait psychologique n'est jamais qu'un fait, comme tel contingent, et toujours exposé à la possibilité sans recours de sa négation de fait. Je cite, « Il ne manquerait pas de gens qui ne reconnaîtraient pas pour eux-mêmes cette nécessité subjective. Cette négation serait définitive, puisqu'il n'y aurait aucun sens à entrer dans une dispute avec personne sur ce qui repose seulement sur la manière dont son sujet est organisé. C'est-à-dire que devant celui qui nie de fait le fait, il n'y a rien à dire. Car il n'y a aucun sens à lui reprocher de n'être pas moi, au sens empirique de mon identité psychophysique. En même temps que l'objectivité, c'est au fond l'intersubjectivité qui sombrerait ici, au profit d'une pluralité de subjectivités insulaires. Le sens commun, au sens du paragraphe 40 de la troisième critique, s'en trouverait détruit, puisque prétendre penser en se mettant à la place de tout autre, cela ne pourrait plus signifier que prétendre l'expulser violemment de la place que définit l'irréductiblement subjectif en lui. Bref, la vérité de l'inéisme théologique, c'est l'assomption sceptique du fait brut d'une pluralité monadique sans monadologie. Bien, une fois élucidés les deux temps successifs de cet établissement négatif du paradigme épigénétique, on peut en apprécier la signification positive. En effet, un système de l'épigénèse de la raison pure, c'est ce qui affirme que les catégories sont, je cite, des premiers principes a priori de notre connaissance, spontanément pensés, Selbstgedacht, c'est-à-dire un système qui affirme que les formes logiques sont engendrées activement. Engendrées, les catégories le sont, au sens où elles ne sont pas prédonnées, puisque nous venons de voir que l'a priori ne peut pas être compris comme inné. Dans l'expression épigénèse de la raison pure, le génitif doit d'abord être entendu au sens objectif. La raison pure, c'est-à-dire ici la catégorialité, est engendrée. Mais engendrées, les catégories le sont activement, puisqu'elles sont des principes spontanément pensés. C'est-à-dire qu'il faut adjoindre à ce sens d'abord objectif du génitif son sens subjectif. Le système de l'épigénèse de la raison pure soutient que la raison pure s'engendre elle-même.
La spontanéité dont il est question ici est celle de l'entendement, dont les catégories sont les formes. L'épigénèse de la raison pure signifie que les formes de la pensée adviennent au gré du pensée ER, compris comme acte. Ce système affirme que l'entendement s'informe au gré de sa mise en œuvre. Ce système affirme que penser produit les formes de la pensée. Ou encore que l'entendement s'informe en un sens tout à fait radical. Les formes qui sont les siennes naissent de sa performance, qu'elles ne précèdent pas, elles qui ne sont rien d'autre que des fonctions d'unification dont toute la consistance est opératoire. L'épigénèse, c'est une genèse dans l'usage qui implique ce qu'on peut appeler une événementialité pragmatique du catégorial. L'être du catégorial, c'est d'advenir au gré de sa mobilisation. Et ce point explique une singularité du texte que j'avais soulignée, à savoir le fait que l'épigénèse, avant d'être explicitée par l'autoproduction, est strictement identifiée, au fond, à la voie transcendantale, au point que sa dimension génétique pouvait ne pas apparaître clairement. Si la forme de la genèse des catégories était dite à partir de la possibilisation de l'expérience par les catégories, si la genèse du catégorial s'explicite d'abord en termes de possibilisation catégoriale de l'expérience, c'est qu'en fait les deux se confondent, quand bien même il s'agit de deux aspects distincts d'un seul et même processus. Les catégories sont engendrées dans la mise en œuvre de l'entendement, comme ce qui à chaque fois informe son acte de synthèse du multiple intuitif, en lui conférant son unité nécessaire. La possibilisation catégoriale de l'expérience est, considérée en acte, le lieu et l'élément de l'advenir spontané des catégories. L'acquisition de l'a priori catégorial advient à l'occasion de la constitution de l'expérience elle-même. Et c'est pourquoi le renvoi à l'analytique des principes que fait Kant dans notre texte et qui pouvait sembler décalé ne l'est en rien. Au fond, la production des catégories coïncide avec leur œuvre de législation de la nature, législation à laquelle elle donne lieu sous forme schématisée et dans un certain nombre de principes qui sont ceux de l'entendement pur. Génétiquement, les catégories ne précèdent ni leur schématisation, ni les principes qui les contiennent, quand bien même cet élément de leur genèse n'épuise pas leur sens. Bien. Or, et on trouve ce motif sous la plume de Kant dès 1771, un advenir spontané de forme que la pensée tire de sa performance même, c'est ce qui pouvait se dire analogiquement en termes épigénétiques. C'est-à-dire, selon un paradigme que Kant adopte lui-même au sujet de l'organique et qu'il avait rencontré dès le début des années 1760 chez Maupertuis et chez Buffon, comme il a pu également le lire chez Caspar Friedrich Wolff et plus tard, dans les années 80, chez Blumenbach. L'épigénèse, et on peut sur ce point se rapporter au développement de la troisième critique, au paragraphe 81, dénote en effet une croissance de l'embryon par différenciation progressive des cellules de base, croissance qui signifie dès lors une création de forme, et non pas le simple désenveloppement d'un prédonné. Bref, une croissance qui soit une réelle production formelle, et non une simple éduction, comme dit Kant dans certains textes. Croissance qui signifie un surgissement de nouveautés et manifeste une créativité vitale. Le système de l'épigénèse défend donc l'événementialité du catégorial qui ne précède pas l'acte de la pensée qu'il structure, puisqu'il surgit de la performance de cette spontanéité pensante. Une telle spontanéité
ne signifie toutefois pas une inventivité débridée. Ce qu'il s'agit ici d'engendrer, ce sont les formes élémentaires qui sont universellement et nécessairement celles de notre pensée. Mais que, au fond, créativité formelle ne signifie pas inventivité débridée, c'est précisément ce que la conception kantienne de l'épigénèse permet de penser. On peut le voir dans les textes qui mobilisent et explicitent le concept d'épigénèse en contexte biologique. En 1785, par exemple, dans sa recension des idées de Herder, Kant récuse le motif d'une spontanéité plastique absolue, de la force formatrice, car une telle spontanéité plastique rendrait inexplicables, dit-il, les constantes spécifiques, en même temps qu'elle engagerait un ilozoïsme, une doctrine affirmant que la matière elle-même est vivante, c'est-à-dire douée de spontanéité, un ilozoïsme que Kant constamment refuse, au motif qu'il serait la négation du principe d'inertie et donc de toute physique véritable. Bien, Kant, dans ce contexte, soutient en effet que l'épigénèse n'advient jamais indépendamment de la prédonation de certains germes, Keime, ou dispositions originaires, ursprüngliche Anlagen, qui ne doivent pas être conçus comme des bourgeons, Knospen, c'est-à-dire comme des formes données en germe, ce qui nous ferait rechuter dans l'inéisme, mais comme des limites ou des restrictions, Einschränkungen, c'est-à-dire comme des contraintes s'exerçant sur un processus d'invention de forme. Il existe donc, selon Kant, des germes prédonnés, qui ne sont pas les formes en germe, mais qui dénotent la prescription d'un certain type définitivement fixe d'information spontanée, ou encore qui dénotent la nécessité de ce qui est intégralement à produire. Ainsi, la critique de la faculté de juger explique-t-elle que le système de l'épigénèse est un système de la préformation générique, car la limitation de la productivité formelle de la force formatrice, le germe, est à chaque fois donnée avec l'espèce. Il s'agit toutefois d'une préformation sans contenu, qui signifie seulement la fixité d'une contrainte d'information, ou encore la raison d'une dynamique réglée d'invention. C'est l'analogue de cette prescription spécifique que représentent les premiers germes et premières dispositions, Ersten Keimen und Anlagen, dont Kant écrit en A66, B91, que c'est à partir d'eux que sont développés, à l'occasion de l'expérience, les concepts purs. Ce développement n'étant toutefois pas un désenveloppement, mais un véritable surgissement, et dénotant un surgissement nécessaire, car l'événementialité du transcendantal, on l'aura compris, n'implique pas sa plasticité, c'est-à-dire son historicité entendue comme possibilité d'une altération. En conclusion, on peut dire que le système de l'épigénèse de la raison pure défendu par Kant est celui qui conçoit l'advenir de l'a priori, catégorial, comme sa production spontanée, mais non pas indéterminée. Le motif d'une épigénétique de la raison pure, c'est celui par lequel Kant adosse l'événementialité du transcendantal logique à une inventivité réglée. L'a priori conceptuel surgit au gré d'une libre création qui ne doit toutefois pas être comprise comme créativité arbitraire. Cette événementialité du catégorial, elle est en outre une événementialité qu'on peut dire pragmatique transcendantale, puisque les catégories adviennent au gré de leur œuvre de possibilisation de l'expérience. Cette revendication épigénétique s'inscrit plus largement dans la revendication kantienne d'un acquisitionnisme de l'a priori que Kant fait sien dès les années 1760 et dont la réponse à Eberhard souligne qu'il est intégral. L'épigénèse du catégorial
C'est une espèce de ce que Kant, recourant cette fois à une analogie juridique, qualifiera d'acquisition originaire, ursprüngliche Erwerbung, acquisitio originaria, pour désigner ce qui constitue une acquisition sans emprunt, une appropriation sans transfert, ce qui vaut particulièrement ici, où l'on a affaire à ce qui ne précède pas son procès d'appropriation. À côté de l'épigénèse de la raison pure, acquisition originaire spontanée des structures qui informent la pensée, il faut faire droit à l'acquisition originaire passive des formes qui structurent notre intuition. Dans les deux cas, il s'agit d'imposer une conception révolutionnaire de l'a priori acquis. Je soulignerai enfin que cet a priori acquis, spontanément pour les catégories ou passivement pour l'espace et le temps, cet a priori acquis, du fait de l'élément pragmatique de son acquisition, devra être compris comme un a priori empiriquement occasionné, au sens où il s'agit, selon Kant, d'un a priori provoqué, dont l'advenir ne peut être compris que comme une réponse à une sollicitation par l'empirique. Autrement dit, pour Kant, c'est partout et toujours la donation sensible et empirique du multiple qui donne lieu à l'événement de ce dont la signification sera de l'informé. Et ce, quand bien même il s'agit des premiers principes a priori de notre connaissance. Je vous remercie.